À première vue, on pourrait se demander quel est le lien entre la ruée vers l'intelligence artificielle et le crash boursier de 2008. Oui, ça paraît loin. Très loin. D'un côté, on a des centres de données, des serveurs qui vrombissent, et de l'autre, des prêts immobiliers qui s'effondrent. Deux mondes. Et pourtant, on a un texte passionnant entre les mains de Pierre Fraser, qui est linguiste et sociologue. Et il suggère que derrière ces décors, la mécanique financière a, et je cite, un parfum étrangement familier. C'est une formule assez forte. Absolument. On va donc explorer aujourd'hui son article « Intelligence artificielle tout absorbée, même le social ». Notre but, c'est vraiment de décortiquer cette analogie. On pourrait presque titrer notre discussion « IA quand le risque change de propriétaire ». Oui. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, comprendre comment le risque financier de cette révolution est géré, ou plutôt comment il est déplacé. Ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est qu'elle nous oblige à regarder ailleurs. On est tout le temps obsédé par la technologie, les algorithmes, le code. La puissance des modèles, oui. Voilà. Et l'auteur nous dit, oubliez ça un instant. La vraie histoire, elle ne se joue pas dans les labos de recherche, mais dans les bilans comptables. Dans les colonnes de chiffres ? Exactement. C'est une perspective économique sur un phénomène qu'on aborde presque toujours sous un angle purement technique. D'accord. Alors allons-y, plongeons dans ces bilans. Le point de départ de l'auteur, c'est un dilemme énorme pour les géants de la tech. Pour faire tourner l'IA, il faut une puissance de calcul monstrueuse, donc des centres de données qui sont gigantesques. On parle de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars d'investissement. C'est un pari colossal, même pour eux. Et qui s'amortit sur des décennies. C'est un risque énorme. Et c'est là que l'ingénierie financière entre en jeu. La solution, que l'auteur trouve d'ailleurs très élégante, est d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire ? Ne plus posséder, mais louer. Ah ! C'est un changement de paradigme complet. Du jour au lendemain, sur le plan comptable, un actif monstrueux qui pèse sur votre bilan, qui inquiète les actionnaires, Oui. devient une simple dépense de fonctionnement. C'est une ligne dans les charges. Le risque ne disparaît pas, comme il le dit, il change de colonne. Il sort du bilan. Attendez, changer de colonne, ça sonne un peu comme un tour de passe-passe comptable, non ? C'est un peu ça. Le risque, il est toujours là. Le bâtiment, il existe, quelqu'un doit bien le payer si jamais la demande s'effondre. Ça le rend juste moins visible pour l'entreprise qui loue, c'est ça ? Vous mettez le doigt sur le cœur du mécanisme. Ce n'est pas un tour de magie qui fait disparaître le risque. Non. C'est un tour de passe-passe qui le fait changer de main. Et c'est là que l'auteur fait son premier parallèle avec 2008. Il rappelle cette idée qui a tout déclenché à l'époque. Les banques ont compris qu'il était, je cite, « préférable de ne pas garder les actifs risqués trop longtemps dans son propre bilan ». D'accord. Ici, les gens de la tech sont exactement la même chose, mais avec un actif physique, le centre de données. L'idée est la même, prendre le bénéfice de l'actif sans emporter le risque à long terme. Je vois le principe. Mais alors, si le risque n'est plus chez Google, Microsoft ou Meta, qui est assez audacieux ou assez riche pour le prendre à sa place ? Il va où ce risque ? Il ne va pas très loin, mais il se cache dans des endroits, disons, plus discrets de la finance. L'auteur explique bien que le risque ne s'évapore pas, il circule. Il circule. Il est activement transféré vers tout un écosystème d'investisseurs qui opèrent loin des projecteurs de la Silicon Valley. Et qui sont-ils, ces nouveaux propriétaires du risque ? Alors, l'auteur les identifie très précisément. On a d'abord des fonds de crédit privés, des géants comme Blackstone ou KKR. D'accord. Ensuite, des investisseurs institutionnels, des grandes compagnies d'assurance et surtout, et ça c'est un point crucial, des fonds de pension. Ah oui, les fonds de pension. Des entités qui gèrent des sommes astronomiques et qui ont besoin de placer cet argent dans des actifs à long terme, avec des rendements stables. Pour eux, un contrat de location sur 20 ans avec un géant de la tech, c'est l'investissement idéal. Ça ressemble à l'investissement idéal, exactement. Mais quand on dit fonds de pension, on parle de l'épargne retraite de millions de gens, c'est bien ça. C'est ça. Le risque que le géant de la tech ne veut pas avoir sur son bilan se retrouve potentiellement dans le plan de retraite de monsieur et madame tout le monde. C'est la conséquence directe. Et c'est là que le sujet devient social, comme le titre de l'article le suggère. Le risque n'est plus concentré chez quelques acteurs, il est dilué. Diffusé dans tout le système financier. Et cette diffusion, ça crée ce qu'il appelle une chaîne de responsabilité qui s'allonge. C'est le même mécanisme que la titrisation avant 2008, où on découpait des prêts risqués en petits morceaux, Oui. on les mélangeait, on les revendait. Et à la fin, plus personne ne savait qui détenait vraiment le risque. Ici, la chaîne est plus simple, mais la logique de dilution, elle est la même. Donc, on a un système financier entier qui construit ces cathédrales de la tech en espérant que les géants de l'IA paieront leur loyer pendant des décennies. C'est l'idée. Toute cette architecture,
Aussi sophistiquée soit-elle, elle doit bien reposer sur une conviction fondamentale, non? Quel est le pari qui soutient tout ça? Le pari il est simple et il est massif. C'est la conviction absolue que la demande pour l'IA, et donc pour la puissance de calcul, va continuer de croître. Indéfiniment. De manière exponentielle et indéfiniment. C'est le seul moteur de tout le système. Si cette croissance ralentit, ou pire, s'arrête, tout l'édifice se fissure. Et là, le parallèle avec 2008 est frappant. À l'époque, la croyance, c'était que le prix de l'immobilier ne pouvait que monter. Exactement. Aujourd'hui, on parie que le besoin en calcul ne peut que se multiplier. Mais est-ce que cette croyance est plus solide aujourd'hui qu'elle ne l'était pour l'immobilier en 2007? Après tout, la numérisation du monde, c'est une tendance de fond qui est bien réelle. Ce n'est pas que de la spéculation, si. C'est une excellente question. D'un côté, oui. La transition vers l'IA est sans doute plus structurelle que la hausse des prix de l'immobilier en Floride à l'époque. Mais Le pari ne porte pas tant sur la tendance que sur son rythme. Le système est bâti pour une croissance exponentielle, continue. Le moindre ralentissement pourrait suffire à enrayer la machine. d'accord. D'ailleurs, l'auteur utilise une formule très forte pour décrire ce qui tient tout ça. Il dit que l'enthousiasme collectif sert de garantie morale. Une garantie morale. C'est une belle expression, mais elle fait un peu peur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de filet de sécurité, juste la foi partagée que tout va bien se passer. C'est un peu ça, oui. Ce n'est pas une garantie financière, ce n'est pas un contrat, c'est cette conviction, partagée par tous les acteurs, que l'avenir est radieux. C'est un phénomène qu'on connaît bien dans les bulles. Oui. Tant que tout le monde y croit, la valeur augmente, ce qui renforce la croyance, et ainsi de suite. Le risque a l'air abstrait, lointain, jusqu'au jour où il ne l'est plus. Bon, je suis le parallèle sur la mécanique financière, mais il faut quand même nuancer. On pourrait reprocher à l'auteur d'être un peu alarmiste. Un centre de données, c'est un actif bien réel, tangible. Ce n'est pas une hypothèque toxique, abstraite. La nature de l'actif est quand même radicalement différente, non? Vous avez raison de soulever ce point, et l'auteur lui-même prend soin de marquer ces différences. Elles sont cruciales. D'accord. Premièrement, comme vous le dites, l'actif est tangible. C'est du béton, de l'acier, des serveurs. Deuxièmement, les investisseurs finaux, nos fameux fonds de pension, sont des professionnels. Ils sont plus avertis en théorie. En théorie, beaucoup plus avertis. Donc le choc social direct serait sans doute moins brutal. Il n'y aurait pas de vague d'expulsion. D'accord, mais est-ce qu'un actif tangible est forcément moins risqué? Un centre de données, c'est ultra spécialisé, conçu pour des puces, des systèmes de refroidissement qui seront peut-être obsolètes dans 5 ans. C'est un très bon point. Quelle est sa valeur de revente? Ce n'est pas un immeuble de bureau au cœur de Paris. Sa valeur dépend entièrement de la technologie qu'il abrite. Et c'est exactement là que l'argument de l'auteur revient en force. Oui, l'actif est tangible, mais sa valeur économique, elle, est incroyablement volatile. Elle dépend d'une seule chose. La demande pour ce calcul spécifique. Exactement. Donc, malgré les différences, la logique de fond, elle, reste la même. C'est ça le point crucial. La stratégie consiste toujours à découper le risque, le déplacer, le rendre moins visible. Le jeu des chaises musicales, en somme. C'est la métaphore qu'il utilise, oui. C'est un jeu où l'on espère que la musique continuera de jouer assez longtemps pour ne pas être celui qui se retrouvera sans chaise à la fin. Donc, on a cette chaîne du risque de plus en plus opaque qui repose sur une foi collective. On pourrait penser que c'est de l'inconscience pure, une sorte de folie. On pourrait. Et pourtant, l'auteur nous prend complètement à contre-pied. Il ne parle pas de folie collective, mais au contraire, d'une grande prudence très sophistiquée. Alors là, j'avoue, comment la prudence peut mener à un risque pareil? Ça me paraît contradictoire. C'est le paradoxe le plus fascinant du texte. Pour le comprendre, il faut se placer du point de vue de chaque acteur, individuellement. D'accord. Prenons un géant de la tech. Il est convaincu de l'avenir de l'IA. Mais il est aussi très prudent. Il est conscient du risque financier que représentent 100 milliards de dollars d'infrastructures. Bien sûr. Il se dit « Je veux être dans la course, mais je ne suis pas assez fou pour parier l'avenir de mon entreprise sur la valeur de ses bâtiments dans 20 ans. » Donc, la décision la plus prudente pour lui, c'est de louer. Il transfère le risque. Il veut les bénéfices de la ruée vers l'or, mais il préfère louer les pioches et les pelles plutôt que de posséder la mine. C'est l'image parfaite. Maintenant, prenons l'acteur suivant, le fonds de pension. De son point de vue, il a des milliards à placer, il cherche des rendements stables. Un contrat de location sur 20 ans avec l'une des entreprises les plus riches du monde? Ça lui semble être une décision très prudente.
Très rationnelle. Chaque maillon de la chaîne agit de manière logique et prudente de son propre point de vue. Le risque global, le risque systémique, il naît paradoxalement de l'accumulation de toutes ces décisions individuellement prudentes. C'est dingue. Chacun pense avoir trouvé la parade pour se délester du risque sur le voisin. C'est ça. L'auteur termine d'ailleurs sur cette image très forte sur l'infrastructure de l'IA devient un vaste jeu de chaises financières où chacun avance avec le sourire convaincu qu'il a trouvé la sortie de secours. Sauf que s'il n'y a que des sorties de secours, il n'y a plus de bâtiment. Et tant que la musique joue, c'est-à-dire tant que la demande pour l'IA grimpe et que les loyers sont payés, Tout le monde est gagnant? Tout le monde est gagnant. Le problème ne se pose que le jour où la musique s'arrête. Et ce jour-là, on découvre brutalement qui se retrouve à la fin de la chaîne, sans personne à qui passer le mistigré. bon, si on essaye de synthétiser. Ce que cette analyse nous montre, c'est que derrière la révolution technologique de l'IA, il y a une révolution financière beaucoup plus silencieuse. Oui, Le risque gigantesque des infrastructures n'est pas annulé, il est déplacé, diffusé à travers un réseau complexe d'investisseurs. Et tout ce château de cartes repose sur une seule foi, la croissance infinie de la demande. c'est le résumé parfait. La véritable histoire, selon cette lecture, ce n'est pas tant celle du risque technologique de l'IA, mais bien celle du risque financier qui l'accompagne. La grande innovation, elle n'est peut-être pas que dans les algorithmes. Elle est dans la comptabilité créative. Exactement. C'est l'art de participer à la plus grande ruée vers l'or de notre temps, sans posséder la mine et sans risquer de se retrouver piégé au fond si elle s'effondre. L'auteur conclut avec une phrase qui, je trouve, reste longtemps en tête. Il écrit que la question n'est pas de savoir si le risque existe, mais, je cite, « à quel moment il cessera d'être abstrait et pour qui ?» Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Si cette garantie morale de la croissance venait à s'effriter, on voit bien que les conséquences ne se limiteraient pas à quelques bilans financiers. Le risque a été diffusé. La vraie question est peut-être, au-delà de la finance, qui découvrira un peu trop tard qu'il était en fait le véritable propriétaire du risque depuis le début.